Je n'ai pas paniqué quand j'ai trouvé l'enveloppe scotchée sous le tableau de bord du vieux camion de mon mari. Mes mains étaient stables en la décollant, sentant le poids de ce qui devait être de l'argent liquide. Peut-être de la drogue. Je savais exactement qui l'avait mise là. Mon fils, Kyle. Le vent de novembre a fait vibrer les vitres du camion dans mon allée à Oakville, Ontario. Je suis resté assise là un moment, tenant cette enveloppe, et j'ai pris une décision qui détruirait ma famille pour la sauver. Je l'ai soigneusement retirée, j'ai traversé le gravier jusqu'à l'endroit où la Honda Civic de Kyle était garée, et je l'ai placée dans sa boîte à gants. Puis je suis rentré, je me suis versé une tasse de café et j'ai attendu. 23 minutes plus tard, j'ai entendu les sirènes. Mais laissez-moi revenir en arrière, car cette histoire ne commence pas avec des sirènes. Elle commence il y a 64 ans, quand je suis née Angela Marie Thompson dans une petite ville près de Hamilton. Elle commence avec une fille qui est devenue infirmière parce qu'elle voulait aider les gens. Elle commence par l'amour, la famille et le genre de confiance qui met des décennies à se construire et des secondes à se briser. Je m'appelle Angela Mitchell et j'ai 64 ans. J'ai passé 40 ans comme infirmière diplômée à l'hôpital général de Hamilton avant de prendre ma retraite il y a 3 ans. La plupart de ces années se sont déroulées aux urgences, où j'ai appris à rester calme quand tout autour de moi était le chaos. Où j'ai appris que parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour quelqu'un est de le blesser un peu maintenant pour le sauver de quelque chose de pire plus tard. C'est ce que je me suis dit quand j'ai déplacé cette enveloppe. J'ai rencontré mon mari, Robert, en 1982 lors d'un pique-nique paroissial. Il avait 25 ans, j'en avais 23, et il m'a fait rire si fort que j'ai reniflé de la limonade par le nez. Robert était plombier, un homme bon et honnête qui croyait au travail acharné et à la famille avant tout. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard lors d'une petite cérémonie à l'église catholique Saint James, la même église où nous avons baptisé nos 2 enfants et où je lui ai dit au revoir il y a 4 ans. Nous avons eu 2 enfants. Kyle est arrivé le premier en 1985, le visage rouge et criant comme s'il était en colère contre le monde. Jennifer a suivi en 1987, calme et observatrice, même nouveau-né. Nous les avons élevés dans un modeste bungalow de 3 chambres sur Oak Street, le genre de maison avec un petit jardin où les enfants pouvaient jouer et un garage où Robert rangeait ses outils avec la même précision qu'il apportait à chaque travail. L'argent a toujours été serré. L'entreprise de plomberie de Robert marchait bien, mais nous n'achetions pas de vêtements de créateurs ni ne prenions de vacances de luxe. Nous étions la famille qui découpait les coupons, qui achetait des marques génériques, qui économisait chaque centime que nous pouvions parce que nous avions un rêve. Nous voulions que nos enfants aillent à l'université sans se noyer dans les dettes d'études. C'était notre héritage pour eux. C'est pour cela que Robert et moi nous sommes épuisés au travail. Kyle a obtenu un diplôme en administration des affaires de l'université MC Master. Jennifer est devenue enseignante. Nous étions si fiers que nous pouvions à peine le supporter. Le jour où Kyle a traversé cette scène, Robert m'a serré la main si fort que ça m'a fait mal. Et quand je l'ai regardé, des larmes coulaient sur son visage. On l'a fait, Angèle, a-t-il chuchoté. On l'a vraiment fait. Mais ce n'est pas la partie de l'histoire pour laquelle vous êtes venu, n'est-ce pas? Vous êtes venu pour la partie où tout s'effondre. Robert a acheté le Ford F-150 rouge en 2015. Il était d'occasion, avait déjà 60 000 km au compteur. Mais c'était sa fierté et sa joie. Il le lavait tous les samedis matins, même en hiver, debout dans l'allée avec un seau et une éponge, pendant que je regardais depuis la fenêtre de la cuisine, secouant la tête et souriant. Ce camion me survivra, Angèle, m'a-t-il dit une fois. Prends en soin quand je ne serai plus là. J'en ai ri à l'époque. Robert n'avait que 56 ans, en pleine forme, ou du moins c'est ce que nous pensions. Le diagnostic est tombé en janvier 2019. Cancer du pancréas, stade 4. La bouche du médecin a continué à bouger, disant des mots comme « option de traitement » et « qualité de vie », mais tout ce que j'entendais, c'était le sang qui me battait dans les oreilles. Robert était assis à côté de moi, me tenant la main, et je me souviens avoir pensé à quel point c'était étrange que sa main soit encore chaude alors que tout le reste dans cette pièce semblait si froid. Il s'est battu pendant 18 mois. Chimio, radiothérapie, traitements expérimentaux que nous avons payés en vie dans nos économies de retraite. Jennifer a dû prendre un congé de son enseignement pour m'aider à prendre soin de lui. Kyle rendait visite quand il le pouvait, mais il était occupé par son nouveau travail dans l'immobilier, sa nouvelle femme Sarah, leur petite fille Emma. Je suis désolé, maman, disait Kyle au téléphone. Le travail est fou en ce moment,
mais je passerai ce week-end. Je le promets. Parfois il le faisait, parfois non. Robert est mort le 23 juillet 2020, à la maison, dans notre lit, avec moi lui tenant la main. Ses dernières paroles cohérentes ont été « Prends soin de Kyle. Il n'est pas aussi fort qu'il en a l'air. » À l'époque, je pensais que Robert parlait émotionnellement. Maintenant, je me demande s'il a vu quelque chose que j'ai manqué. Après les funérailles, j'ai gardé le camion. Tout le monde m'a dit de le vendre. Je n'avais pas besoin d'un véhicule aussi grand. C'était cher à entretenir. Je devrais prendre quelque chose de plus pratique. Mais chaque fois que je le regardais dans l'allée, je voyais Robert debout là avec son seau et son éponge, me souriant à travers la fenêtre de la cuisine. Alors je l'ai gardé. Je le conduisais à l'épicerie une fois par semaine, peut-être à l'église le dimanche. C'était trop grand pour moi, vraiment. La radio était toujours réglée sur la station de rock classique préférée de Robert. Parfois, je me retrouvais assise sur le siège du conducteur, sans aller nulle part, juste assise là, me souvenant. Je ne savais pas que Kyle s'en souvenait aussi, mais pour des raisons très différentes. Ça a commencé il y a 3 mois, en août 2024. J'étais dans ma cuisine en train de préparer le déjeuner, un sandwich au thon. La même chose que j'avais mangé tous les jeudis depuis 40 ans, quand mon téléphone a sonné. Le nom de Kyle s'est affiché à l'écran. « Salut, maman », a-t-il dit, et je pouvais entendre le bruit de la circulation en arrière-plan. « J'ai une faveur à te demander. »« Bien sûr, chérie. »« De quoi as-tu besoin ? » ?»« Ma voiture est au garage. »« Quelque chose avec la transmission. »« Tu penses que je pourrais emprunter le camion de papa pour le week-end ? » Je n'ai pas hésité. « Bien sûr, mon chéri. Les clés sont dans le pare-soleil comme d'habitude. Tu es la meilleure, maman. Je le ramènerai dimanche soir. » Kyle avait déjà emprunté le camion, quand lui et Sarah avaient besoin de récupérer des meubles d'IKEA, quand il avait dû transporter du bois pour une terrasse qu'il construisait. C'était le camion de papa, bien sûr, mais Kyle était le fils de papa. C'était juste de le laisser l'utiliser. Il est venu le chercher samedi matin. M'a fait un câlin rapide, a dit que Sarah m'envoyait son amour, a promis de faire le plein avant de le rendre. Je l'ai regardé partir et je suis retourné à mes mots croisés. Dimanche soir, il l'a ramené vers 21h. Je regardais une série policière à la télé quand j'ai entendu le camion entrer dans l'allée. Je me suis levé pour l'accueillir à la porte, mais quelque chose m'a fait hésiter à la fenêtre du salon. Kyle est resté assis sur le siège du conducteur pendant près de 5 minutes, sans bouger. Son téléphone était collé à son oreille, et même de l'intérieur de la maison, je pouvais voir la tension dans ses épaules. Il n'arrêtait pas de regarder autour de lui, de vérifier ses rétroviseurs comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un arrive derrière lui. Quand il est finalement venu à la porte, sa chemise était humide de sueur malgré la fraîcheur de la soirée d'août. « Merci, maman », a-t-il dit en me tendant les clés. Ses mains tremblaient. « Tu m'as sauvé la vie. »« Tout va bien, chérie ? » ?»« Tu as l'air stressé. » Sa mâchoire s'est crispée. « Ouais, maman. Tout va bien. »« Pourquoi ça n'irait pas ? » Le tranchant de sa voix m'a fait sursauter. Je voulais juste dire. Le travail a été stressant, c'est tout. Il m'a prise dans une étreinte rapide, mais elle semblait rigide. Forcée. Je devrais rentrer. Sarah attend. Je l'ai regardé partir dans sa Honda Civic, et quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Quelque chose n'allait pas. Les mères savent ces choses. Nous savons quand nos enfants mentent, même quand ils sont devenus bons à ça. Le lendemain matin, je suis sorti vers le camion pour aller à mon café du lundi matin avec mon amie Patricia. J'étais sur le point de démarrer le moteur quand j'ai remarqué quelque chose coincé entre le siège du conducteur et la console centrale. Un petit sac en plastique, vide, mais pas propre. Je l'ai sorti et je l'ai tenu à la lumière. Il y avait des résidus à l'intérieur, de la poudre blanche accrochée au plastique et cette odeur, chimique, distinctive. Je l'avais senti 1000 fois aux urgences, sur des patients qui arrivaient drogués, en surdose, ou pire. Des résidus de drogue. Mes mains ont commencé à trembler. Je me suis dit que ça aurait pu venir de n'importe qui. Peut-être que quelqu'un de l'ancienne entreprise de plomberie de Robert avait emprunté le camion il y a des années et que je ne l'avais jamais remarqué. Peut-être que c'était là depuis des mois. Peut-être que ce n'était pas ce que je pensais que c'était. Mais au fond de moi,
à cet endroit où les infirmières apprennent à faire confiance à leur instinct, je savais. Je suis resté assise dans ce camion pendant 20 minutes, tenant ce sac, mon cœur battant contre mes côtes. Finalement, je l'ai mis dans mon sac à main, je suis rentré et j'ai annulé mon café avec Patricia. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. 6 semaines se sont écoulées. J'ai essayé de me convaincre que j'étais paranoïaque. Kyle était un bon garçon, un homme bon, maintenant, je me le rappelais. Il avait une femme, une fille, un travail respectable. Bien sûr, il était stressé ces derniers temps, mais qui ne l'était pas? Le marché de l'immobilier était difficile. Il avait des factures à payer. Il faisait probablement juste face aux pressions normales de l'adulte. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce sac en plastique. À la façon dont Kyle avait l'air dans le camion ce soir-là, penché sur son téléphone, vérifiant ses rétroviseurs. Puis, un mardi soir de fin septembre, il a de nouveau appelé. « Salut, maman. Je déteste demander, mais ma voiture a encore des problèmes. Je peux utiliser le camion demain matin juste pour une course rapide? » Bien sûr, ai-je dit automatiquement. Puis, Kyle, tu devrais peut-être envisager de prendre une nouvelle voiture si la tienne te cause autant de problèmes. Ouais, tu as probablement raison. Je vais y réfléchir. Merci, maman. Je prendrai le camion vers 7 heures demain. D'accord. Les clés dans le pare-soleil. Cette fois, j'étais prête. Quand Kyle a pris le camion mercredi matin, j'ai regardé de derrière les rideaux du salon. Il a regardé autour de lui avant de monter, vérifiant si je le regardais. Quelque chose dans ce regard furtif m'a serré la poitrine. Il l'a rendu cet après-midi-là vers 14 heures. J'ai fait en sorte d'être visible à la fenêtre de la cuisine en faisant la vaisselle pour qu'il pense que je ne faisais pas attention, mais je regardais. Mon Dieu, je regardais. Il est de nouveau resté assis dans le camion après s'être garé. 3, 4, 5 minutes au téléphone, gesticulant en parlant, sa main libre agrippant le volant si fort que ses jointures sont devenues blanches. Quand il est finalement entré, sa chemise était trempée malgré le froid d'octobre. « Merci, papa. » Il s'est repris. « Maman. »« Merci, maman. J'apprécie vraiment. »« N'importe quand, mon fils. » C'est à ça que sert la famille. Il m'a serré dans ses bras et je l'ai senti trembler. Mon garçon, mon fils de 39 ans, tremblant dans mes bras comme il le faisait quand il était petit et qu'il avait peur des orages. « Kyle, » ai-je dit doucement. « Tu es sûr que tout va bien? Tu sais que tu peux me parler de tout. »« Je sais, maman. » Il a reculé, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tout va bien. Je devrais y aller. » Après son départ, j'ai attrapé mon manteau d'hiver et une lampe de poche. Mon cœur battait la chamade en sortant vers le camion. Le soleil se couchait déjà, projetant de longues ombres sur l'allée. J'ai vérifié partout. Sous les sièges, rien. Dans la boîte à gants, rien. Derrière les pare-soleils, rien. J'étais sur le point d'abandonner, de me dire que j'étais une vieille femme paranoïaque, quand j'ai remarqué que le tapis de sol près des pédales était légèrement soulevé dans un coin. Je l'ai retiré. Là. Fixé avec du ruban adhésif au sol sous le tapis se trouvait un téléphone portable, pas un smartphone, un de ces téléphones à clapet bon marché qu'on peut acheter dans n'importe quel dépanneur. Un téléphone prépayé. Mes mains ont tremblé en le décollant du ruban adhésif. Je l'ai ouvert, m'attendant à moitié à ce qu'il soit verrouillé, mais il ne l'était pas. L'écran s'est allumé, montrant une conversation par SMS. Mon sang s'est glacé. Les messages étaient en code, mais pas un code compliqué. J'en avais vu assez aux urgences pour reconnaître ce que je regardais. Des chiffres, des adresses à Toronto, des heures, des quantités. Toronto J. Prochaine livraison jeudi. Même point de chute. Avance de 5K. Car Roger. Utilise à nouveau le bouclier de la vieille dame. Toronto J. Le camion de ta mère est parfait. Personne ne vérifie une infirmière. Je suis resté assise sur le siège du conducteur, fixant ces mots sur le petit écran. Personne ne vérifie une infirmière. Ma profession, mes 40 ans de service, réduit à une couverture pour le trafic de drogue de mon fils. J'ai fait défiler plus loin. Il y avait des dizaines de messages des 3 derniers mois. Des noms différents, Toronto JB, Blue, Lake, Scarborough Mike, tous utilisant le même type de code.
Des adresses que je reconnaissais de mes années de travail à Hamilton. Des points de chute, des calendriers de paiement, des réseaux de distribution. Un message m'a retourné l'estomac. Blue Lake. Le bouclier de la vieille dame obtient 5 étoiles. Utilise-la à nouveau la semaine prochaine. Est-ce qu'elle se doute de quelque chose? Car non, elle me fait confiance. Ne pose jamais de questions. J'ai cru que j'allais vomir là, dans le camion. Le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo. Le gamin qui avait pleuré quand on avait dû euthanasier notre chien Max quand Kyle avait 12 ans. Le jeune homme que j'avais accompagné sur la scène de sa remise de diplôme universitaire, si fier que je pensais que mon cœur allait éclater. Ce garçon, ce gamin, ce jeune homme utilisait le camion de Robert, utilisait mon bon nom, utilisait le fait que j'étais une infirmière âgée et inoffensive pour transporter de la drogue. Je suis resté assise dans ce camion pendant plus d'une heure alors que la dernière lumière s'estompait et que le vent de novembre se levait, lisant chaque message. Au moment où j'ai terminé, j'avais une image claire de ce dans quoi Kyle était impliqué. Ce n'était pas une petite opération. Ce n'était pas lui qui transportait un peu de marijuana pour un ami. C'était du trafic de drogue organisé et systématique. Des opioïdes, d'après ce que je pouvais déduire des quantités codées. Peut-être du fentanyl. Des gens mouraient de cette merde. Je les avais vus aux urgences, les lèvres bleues, ne respirant plus, les familles hurlant pendant que nous essayions de les réanimer. J'avais tenu plus d'une mère pendant qu'elle sanglotait sur son enfant mort, victime d'une surdose de poison vendue par des gens comme mon fils. J'ai finalement remis le téléphone exactement là où je l'avais trouvé, j'ai lissé le tapis de sol et je suis rentré à l'intérieur sur des jambes qui me tenaient à peine debout. Je me suis versé un verre d'eau avec des mains tremblantes et je me suis assise à la table de la cuisine, la même table où Robert et moi avions aidé Kyle avec ses devoirs, où nous avions célébré les anniversaires, les fêtes et toutes les petites victoires de l'éducation d'une famille. La voix de Catherine a résonné dans ma tête. Non, pas Catherine. Robert. Robert m'avait dit un jour, quand les enfants étaient adolescents et qu'ils s'étaient fait prendre en train de sortir en douce, la confiance se gagne 2 fois, Angèle. Une fois quand ils sont honnêtes avec toi, et une autre fois quand ils réparent leurs erreurs après avoir menti. Kyle n'avait pas été honnête avec moi. Mais j'allais lui donner une chance de réparer ça. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. « Salut, maman » a-t-il répondu d'un ton prudent. « Tout va bien ? Kyle, je dois te parler de quelque chose d'important. Peux-tu passer à la maison ce week-end ? Longue pause. Est-ce que tout va bien ? Tu es malade ? Je vais bien, chérie. On a juste besoin de parler. Samedi matin. Bien sûr, maman. Bien sûr. Je serai là. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans l'obscurité grandissante de ma cuisine, écoutant la vieille maison s'installer autour de moi. L'absence de Robert ne s'était jamais sentie aussi complète. Qu'aurait-il fait ? Comment aurait-il géré ça ? Prends soin de Kyle, avait-il dit avec son dernier souffle. Il n'est pas aussi fort qu'il en a l'air. J'essaie, Robert, ai-je chuchoté à la pièce vide. Que Dieu m'aide. J'essaie. Samedi matin s'est levé, froid et gris. J'étais debout avant le lever du soleil, incapable de dormir, faisant du café avec des mains qui ne cessaient de trembler. J'avais à peine mangé en 3 jours. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces messages. Personne ne vérifie une infirmière. Elle me fait confiance. Ne pose jamais de questions. Kyle est arrivé à 9h30. Par la fenêtre de la cuisine, je l'ai regardé s'asseoir dans sa voiture pendant 1 minute avant de sortir, fixant la maison comme s'il se préparait à quelque chose. Il a dit à Sarah qu'il déposait Emma chez ses parents à Burlington avant de venir ici. J'avais tout entendu quand j'avais appelé Sarah hier pour prendre de ses nouvelles. Angela, c'est si bon de t'entendre, avait dit Sarah d'un ton fatigué. Kyle emmène en fait Emma chez mes parents demain matin. C'est la première fois qu'il propose de le faire depuis des mois. Comment vas-tu ? Première fois depuis des mois. Parce qu'il savait qu'il venait ici. Parce qu'il savait que ce ne serait peut-être pas agréable. La sonnette a retenti. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai lissé mon pull et j'ai ouvert la porte. Kyle se tenait sur le porche, les mains dans les poches de sa veste, ce même sourire forcé sur le visage. Salut, maman. Il s'est penché pour m'embrasser sur la joue. Entre, mon chéri.
Du café? Bien sûr. Nous sommes allés à la cuisine, la même cuisine où Robert faisait des crêpes tous les dimanches matins, où nous avions célébré les Noëls, les anniversaires et les remises de diplômes. La lumière du matin qui entrait par la fenêtre semblait trop vive, trop dure. Je nous ai versé du café à tous les deux. Mes mains étaient plus stables maintenant. Des années d'infirmerie m'avaient appris à fonctionner en cas de crise, à rester calme même quand tout en vous criait. Alors, Kyle, a-t-il dit en s'asseyant à la table, en roulant ses mains autour de la tasse. De quoi voulais-tu parler? Je me suis assise en face de lui. Pendant un instant, j'ai juste regardé mon fils. Je l'ai vraiment regardé. Quand avait-il perdu autant de poids? Quand ses cernes étaient-ils apparus sous ses yeux? Comment avais-je pu manquer les signes? J'ai trouvé quelque chose dans le camion, ai-je dit doucement. Son visage est devenu pâle. A vraiment perdu de sa couleur comme si quelqu'un avait tiré sur une prise. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fouillé dans la poche de mon gilet et j'ai sorti le téléphone prépayé. Je l'avais pris la nuit précédente, incapable de le laisser plus longtemps dans le camion. Je l'ai glissé sur la table. La main de Kyle a jailli comme pour l'attraper, puis s'est arrêtée en l'air. Il a regardé du téléphone à moi, puis de nouveau au téléphone. Quand ses yeux ont finalement croisé les miens à nouveau, ce n'étaient pas les yeux de mon fils. C'étaient les yeux d'un étranger, calculant, pesant les options, essayant de déterminer ce que je savais et ce que je devinais. Papa, a-t-il commencé, puis s'est repris. Maman, je peux expliquer. Alors explique. Le mot est sorti plus dur que je ne le voulais. Toute la peur, la trahison et le chagrin des derniers jours, compressés en ces 2 syllabes. Kyle a pris une profonde inspiration. Je me suis impliqué avec des gens à Toronto. Quels gens? Juste des gens. Des contacts professionnels. Ils regardaient partout sauf moi. J'ai fait des investissements qui ont mal tourné. Des affaires immobilières. Je devais de l'argent. Combien d'argent? 20 000 $. Kyle. D'accord. 30, peut-être 30. Kyle. Je ne sais pas exactement, maman. Sa voix est montée. Puis il s'est repris, l'a baissé. Le fait est que je devais de l'argent à des gens à qui on ne veut pas en devoir. Ils m'ont offert un moyen de le rembourser. En transportant de la drogue. Je ne savais pas ce que c'était au début. Je le jure. Ils ont juste dit que je devais faire quelques livraisons, récupérer des colis, les déposer. De l'argent facile. Et j'ai pensé. Juste quelques courses, juste assez pour effacer la dette, et puis j'en aurais fini. Chaque mot était un mensonge. Je pouvais le voir dans la façon dont il n'osait pas me regarder dans les yeux, dans la façon dont son histoire changeait constamment. D'abord, c'était des investissements, puis des affaires immobilières. D'abord, c'était 20 000 $, puis 30, puis, je ne sais pas exactement. Et tu as utilisé mon camion, ai-je dit d'une voix plate. Le camion de Robert. Tu l'as utilisé pour transporter de la drogue. Maman. Tu m'as rendu complice, Kyle. Si la police t'avait arrêté, c'est mon camion. Mon nom sur l'immatriculation. J'aurais pu tout perdre. Ma pension, ma réputation. J'aurais pu aller en prison. Je sais. Sa voix était faible maintenant. Je sais, maman. Je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Je ne pensais pas clairement. La dette, la pression. J'ai paniqué. Et les messages, me suis-je penché en avant. Ceux où tu leur disais elle me fait confiance, ne pose jamais de questions. Où tu riais d'utiliser ta mère infirmière comme bouclier? Son visage s'est effondré. Je ne le pensais pas comme ça. Alors, comment le pensais-tu, Kyle? Explique-moi comment réduire ta mère, la veuve de ton père décédé, à un bouclier pour ton trafic de drogue n'était pas exactement ce que ça semble être. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Je suis désolé, mon Dieu. Maman, je suis tellement désolé. Et Emma? Et ta fille? Qu'est-ce qui lui arrive quand ça te rattrape? Parce que ça arrivera, Kyle. Tu le sais. Ces gens avec qui tu es impliqué, ils n'offrent pas de plan de retraite. Je sais. Il sanglotait maintenant. Mon fils de 39 ans pleurant comme s'il avait à nouveau 7 ans et avait cassé quelque chose de précieux. J'ai tout gâché.
Je ne sais pas comment réparer ça. Une partie de moi voulait aller vers lui. Chaque instinct que j'avais en tant que mère voulait le prendre dans mes bras et lui dire que nous trouverions une solution ensemble, que tout irait bien. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être le souvenir de ces messages. Peut-être l'image de toutes ces familles aux urgences, détruites par les drogues que des gens comme Kyle distribuaient. Peut-être la pensée de la petite Emma grandissant en rendant visite à son père en prison. Ou pire. Tu dois arrêter, ai-je dit, ma voix stable malgré les larmes qui me brûlaient les yeux. Aujourd'hui. Maintenant. Quoi que tu fasses, tu arrêtes. Je ne peux pas, maman. Sa voix était à peine un murmure. Ce ne sont pas le genre de gens qu'on quitte comme ça. Alors on va à la police. On leur dit tout. On coopère. On te met sous protection. Son visage a changé. La peur a disparu, remplacée par quelque chose de froid et de dur qui le faisait ressembler à un étranger. Je ne vais pas en prison. Fils, si tu continues comme ça, la prison est le meilleur des scénarios. Il s'est levé brusquement, la chaise raclant le sol. Je dois y aller. Kyle, attends. Mais il se dirigeait déjà vers la porte. Je l'ai entendu s'ouvrir. J'ai entendu ses pas sur le porche. J'ai entendu sa voiture démarrer. Je suis resté assise à la table de la cuisine, fixant le téléphone prépayé, l'écoutant s'éloigner en voiture. Et j'ai su, avec la même certitude que j'avais ressentie aux urgences quand un patient était sur le point de s'effondrer, que mon fils n'allait pas s'arrêter. Il allait continuer à utiliser le camion, à me mettre en danger, à entraîner notre famille plus profondément dans les ténèbres qu'il avait trouvées. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Si Kyle ne se protégeait pas, je devrais le faire pour lui. Je devrais le protéger d'une manière qui pourrait le faire me haïr. Qui pourrait détruire notre relation? Qui pourrait nous briser le cœur à tous les deux? Mais c'était le seul moyen de lui sauver la vie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé qui avait refroidi il y a des heures, fixant le téléphone prépayé de Kyle. L'horloge du micro-ondes indiquait 3h47. Je n'arrêtais pas de rejouer notre conversation. La façon dont son visage s'était durci quand j'avais mentionné la police, la froideur dans ses yeux quand il avait dit « Je ne vais pas en prison ». Ce n'était pas mon fils. C'était quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Mais il était toujours mon fils, et j'étais toujours sa mère. J'ai pensé à Robert. Qu'aurait-il fait, Robert, avec sa façon simple et directe de voir le monde? Le bien était le bien, le mal était le mal. La famille passait avant tout, mais pas au prix de son âme. Je pouvais presque entendre sa voix. Tu dois l'arrêter, Angèle. Mais tu dois le faire intelligemment. Intelligemment. Pas facilement, pas confortablement. Intelligemment. Au moment où le soleil s'est levé, je savais ce que je devais faire. Ce n'était pas encore un plan. Pas vraiment. Juste la graine d'une idée, terrible et nécessaire à la fois. Je l'ai repoussée au fond de mon esprit. D'abord, j'avais besoin de plus d'informations. J'avais besoin de voir ce que Kyle faisait vraiment avec ce camion. 3 jours plus tard, un jeudi matin, Kyle a appelé. « Salut, maman. » Sa voix était soigneusement désinvolte. « Je sais que je viens de l'emprunter, mais y a-t-il une chance que je puisse utiliser le camion aujourd'hui? Je dois récupérer des matériaux de construction. Ma voiture est trop petite. » Mon cœur a commencé à battre la chamade, mais j'ai gardé ma voix stable. « Bien sûr, mon chéri. Les clés sont dans le pare-soleil. » Merci, maman. Tu es la meilleure. Je l'aurai de retour à midi. Après avoir raccroché, je suis resté dans ma cuisine, les mains tremblantes. C'était ça. C'était ma chance de voir ce qu'il faisait vraiment. J'ai attrapé mon sac à main et le vieil appareil photo numérique de Robert. Il l'utilisait pour prendre des photos de travaux de plomberie à des fins d'assurance. Puis je suis allé au placard et j'ai sorti ma veste bleu marine, celle, unie, qui me donnait l'air de n'importe quelle autre personne âgée de l'Ontario. Personne ne remarque les vieilles dames. Kyle m'avait appris ça. Kyle est arrivé à 7h15. J'ai regardé de derrière le rideau du salon pendant qu'il se garait dans sa Honda Civic, sortait, vérifiait son téléphone, regardait autour de lui. Puis il s'est dirigé vers le camion, a ouvert la portière et est parti en voiture. Je lui ai donné une avance de 2 minutes.
Puis j'ai attrapé mes clés et je suis allé au garage où se trouvait ma vieille Toyota Corolla. Robert me l'avait achetée en 2010, et elle fonctionnait toujours parfaitement. Ennuyeuse, fiable, invisible. Parfait. Mes mains étaient glissantes sur le volant alors que je reculais de l'allée. Je n'avais jamais suivi personne auparavant. Et s'il me voyait? Et si je le perdais? Et si? Arrête, Angela. Tu as travaillé 40 ans aux urgences. Tu peux le faire. Je l'ai rattrapé au deuxième feu. Je suis resté 3 voitures derrière, comme j'avais vu dans les films. Mon cœur battait contre mes côtes si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Kyle n'est allé à aucun magasin de matériaux de construction. Il a pris directement l'autoroute QEW en direction de Toronto, et je l'ai suivi. 20 minutes plus tard, Kyle a pris la sortie pour Burlington et s'est garé sur le parking d'un Tim Hortons. Pas celui près de l'entrée du restaurant, le coin le plus éloigné près des bennes à ordures, où les caméras de sécurité n'atteindraient pas. Je me suis garé dans la rue, à environ 100 mètres, et j'ai pris l'appareil photo de Robert. Kyle est resté dans le camion pendant 15 minutes, consultant constamment son téléphone. Puis une Mercedes noire s'est garée à côté de lui. Même de loin, je pouvais voir qu'elle était chère, toute neuve, avec des jantes personnalisées qui coûtaient probablement plus cher que ma pension mensuelle. Un homme est sorti. La trentaine, je suppose, portant un costume qui avait l'air sur mesure. Il a jeté un coup d'œil au parking, mon souffle s'est coupé, mais il n'a pas regardé dans ma direction. Puis il a ouvert la portière passager du camion et est monté à côté de Kyle. J'ai levé l'appareil photo et j'ai commencé à prendre des photos. Mes mains étaient plus stables maintenant. C'était comme le triage, évaluer, documenter, agir. Je pouvais le faire. Ils ont parlé pendant peut-être 5 minutes. Je ne pouvais pas voir le visage de Kyle, mais je pouvais voir son langage corporel. Tendu, sur la défensive. L'homme en costume a fait la plupart de la conversation, gesticulant avec ses mains. Puis l'homme est sorti. Il portait un grand sac de course, du genre réutilisable des épiceries, rempli de quelque chose de lourd. Il l'a mis dans sa Mercedes, a regardé autour de lui une fois de plus, et est parti en voiture. J'ai eu sa plaque d'immatriculation, des photos de son visage, la marque et le modèle de sa voiture. Kyle est resté dans le camion 1 minute de plus, puis a sorti son téléphone et a tapé quelque chose, informant probablement que la première livraison était terminée. Puis il s'est rendu au prochain endroit. Au cours des 3 heures suivantes, j'ai suivi Kyle à 2 autres endroits. À chaque fois, le schéma était le même. La deuxième livraison a eu lieu sur le parking d'un Starbucks à Hamilton. Une femme cette fois, peut-être 40 ans, conduisant une Lexus grise, des lunettes de soleil de créateur, un sac à main cher. Elle ressemblait à quelqu'un que l'on verrait à une collecte de fonds caritative, pas en train de récupérer de la drogue. La troisième livraison a eu lieu dans une zone industrielle près du port. Celle-là m'a fait peur. L'homme qui a rencontré Kyle était plus jeune, peut-être 25 ans, avec des tatouages couvrant les 2 bras et un regard dans les yeux qui a fait crier mon instinct d'infirmière. Il n'est pas monté dans le camion, il s'est juste approché de la fenêtre de Kyle, a pris le sac que Kyle lui a tendu, et est parti sans un mot. À chaque fois, j'ai pris des photos. Plaque d'immatriculation, visage, lieu, heure. Au moment où Kyle est retourné vers Oakville, j'avais 43 photos sur l'appareil de Robert et une boule au ventre qui ne voulait pas partir. Ce n'était pas une petite opération. C'était organisé, professionnel. Kyle ne faisait pas seulement quelques courses pour rembourser une dette. Il faisait partie d'un réseau de distribution. Je suis rentré 10 minutes avant que Kyle ne ramène le camion. Mes jambes tremblaient si fort que je pouvais à peine marcher du garage à la maison. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte et je suis resté là, appuyé contre elle, essayant de reprendre mon souffle. Quand Kyle a frappé, je me suis forcé à marcher calmement pour ouvrir. « Salut, maman. » Il m'a tendu les clés en souriant. « Merci encore. Tu m'as vraiment aidé. »« N'importe quand, chérie. »« As-tu eu tes matériaux de construction ?»« Oui, tout est réglé. » Le mensonge lui venait si facilement. « Maintenant. Je devrais y aller. Sarah prépare le dîner. Embrasse-la pour moi et embrasse Emma pour moi. Je le ferai. » Je l'ai regardé partir en voiture, souriant toujours, mentant toujours, toujours mon fils. Je n'ai pas dormi à nouveau cette nuit-là.
Je me suis assise à ma table de cuisine avec les photos étalées devant moi, essayant de décider quoi faire. Option 1, aller à la police tout de suite. Tout leur montrer. Les laisser s'en occuper. Mais que se passerait-il? Kyle serait arrêté. Il irait en prison pendant des années, peut-être des décennies. Emma grandirait sans père. Sarah serait laissée seule pour élever sa fille et expliquer pourquoi papa est en prison. Et les gens pour qui Kyle travaillait, l'homme à la Mercedes, la femme à la Lexus, quiconque était au-dessus d'eux, ils ne prendraient pas bien l'arrestation d'un de leurs distributeurs. Même si Kyle entrait dans le programme de protection des témoins, qu'en serait-il de Sarah? Et d'Emma? Option 2, confronter à nouveau Kyle. Lui montrer ses photos. Le forcer à voir à quel point il était impliqué. Mais j'avais déjà essayé ça. Il était parti. M'avait dit qu'il n'irait pas en prison. Avait clairement fait savoir qu'il n'avait aucune intention d'arrêter. Option 3, ne rien faire. Faire comme si je ne savais pas, laisser Kyle continuer jusqu'à... Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il se fasse prendre. Jusqu'à ce qu'il se fasse tuer. Jusqu'à ce qu'Emma perde son père de toute façon. Mais d'une manière encore pire. J'ai mis ma tête dans mes mains et j'ai commencé à pleurer. De vrais sanglots qui secouaient tout mon corps. Le genre de pleurs que je n'avais pas eu depuis les funérailles de Robert. Que dois-je faire? Ai-je chuchoté à la cuisine vide. Robert, que dois-je faire? La maison était silencieuse. L'horloge faisait tic-tac. Le réfrigérateur bourdonnait. Aucune réponse n'est venue. Mais lentement, pièce par pièce, un plan a commencé à se former dans mon esprit. Terrible, nécessaire. Le seul moyen que je voyais pour protéger Kyle de lui-même tout en gardant le reste d'entre nous en sécurité. Je devrais être courageuse. Je devrais être intelligente. Et je devrais faire quelque chose qui ferait que mon fils me détesterait, peut-être pour toujours. Mais si ça sauvait sa vie, je pouvais vivre avec ça. 2 jours plus tard, un samedi après-midi, je pliais du linge quand mon téléphone a sonné. Le nom de Sarah est apparu à l'écran. Angela. Sa voix était tendue. As-tu une minute pour parler? Bien sûr, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Kyle. Une pause. Il a été. Je ne sais pas comment le décrire. Différent. Distant. Il disparaît pendant des heures et ne veut pas me dire où il a été. Quand je lui pose des questions, il devient sur la défensive. En colère, même. Mes mains se sont arrêtées sur la serviette que je pliais. Depuis combien de temps ça dure? Des mois, peut-être. Mais ça s'est aggravé ces derniers temps. Je l'ai entendu prendre une inspiration tremblante. Angela, j'ai trouvé quelque chose. De l'argent. Beaucoup d'argent. Caché dans notre garage derrière de vieux pots de peinture. 23 000 $ en billets de 100. Le sang a quitté mon visage. Lui as-tu posé des questions à ce sujet? J'ai essayé. Il a dit que c'était d'une grosse commission immobilière, mais Angela, j'ai appelé son bureau. Ils ont dit qu'il n'a pas conclu d'affaires de cette taille depuis plus d'1 an. Oh, Sarah. Je pense, sa voix s'est brisée. Je pense qu'il pourrait avoir une liaison, ou jouer, ou quelque chose. Je ne sais plus quoi penser. Il ne me parle pas. Il me regarde à peine. J'ai fermé les yeux. Sarah pensait que son mari la trompait. Elle n'avait aucune idée que la vérité était bien pire. On peut se voir, a demandé Sarah. Demain? J'ai juste besoin de parler à quelqu'un, quelqu'un qui connaît Kyle, quelqu'un qui pourrait comprendre ce qui se passe. Bien sûr. Passe demain après-midi. Emma pourra jouer dans le jardin. Après avoir raccroché, je me suis assise lourdement sur le canapé. C'était pire que ce que je pensais. Kyle ne se contentait pas de vendre de la drogue. Il mentait à sa femme, cachait de l'argent, mettait toute leur famille en danger. Et Sarah commençait à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Dimanche après-midi, Sarah est arrivée avec Emma. Ma petite fille a fait irruption par la porte comme un rayon de soleil. Toute son énergie et sa joie de 7 ans. Mamie. Mamie. Devine quoi? J'ai perdu ma première dent. Je l'ai soulevée, respirant cette odeur de petite fille de shampoing à la fraise et de poussière de cours de récréation. Laisse-moi voir. Elle m'a montré le trou dans son sourire, fière comme tout.
La petite souris est passée et tout, a dit Sarah, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Emma, ma chérie, pourquoi n'irais-tu pas jouer dans le jardin? Mamie a sorti tes jouets de bac à sable. D'accord. Emma est partie en courant, laissant Sarah et moi seuls dans la cuisine. J'ai fait du thé. Sarah s'est assise à la table, tournant et retournant sa bague de mariage sur son doigt, une habitude nerveuse que j'avais remarqué se développer au cours des derniers mois. Parle-moi, ai-je dit doucement en m'asseyant en face d'elle. Je ne sais pas par où commencer. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes. Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé, Angela. Kyle me disait tout. Nous étions des partenaires. Maintenant, c'est un étranger. Parle-moi de l'argent que tu as trouvé. 23 000 $ juste là, dans un sac de sport derrière la peinture. Quand je lui ai posé des questions, il s'est fâché. A dit que j'envahissais sa vie privée, que c'était du travail et que je devais lui faire confiance. Elle a essuyé ses yeux. Mais j'ai appelé son bureau, Angela. Il n'a pas eu de commission de cette taille depuis des mois. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Sarah, je dois te dire quelque chose. Mais tu dois me promettre de rester calme, pour le bien d'Emma. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que c'est? Kyle n'a pas de liaison, et il ne joue pas, j'ai pris une profonde inspiration. Il vend de la drogue. Les mots flottaient dans l'air entre nous comme de la fumée. Quoi? La voix de Sarah était à peine un murmure. Je lui ai tout raconté. Le sac en plastique que j'avais trouvé, le téléphone prépayé, les messages, le fait d'avoir suivi Kyle à ses livraisons, tout. Au moment où j'ai terminé, Sarah pleurait en silence, la main sur la bouche. Depuis combien de temps le savais-tu? A-t-elle finalement demandé. Quelques semaines. Depuis que j'ai trouvé le téléphone. Et tu ne me l'as pas dit. J'essayais de trouver comment gérer ça. J'ai confronté Kyle. Il a refusé d'arrêter. Sarah s'est levée brusquement, faisant les 100 pas dans la cuisine. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Angela! S'il est pris, s'il est arrêté, je pourrais perdre ma licence de pharmacienne. Ils font des vérifications d'antécédents sur les membres de la famille. Si Kyle est reconnu coupable de trafic de drogue, je pourrais tout perdre. Je n'y avais pas pensé. Sarah et Emma. Elle s'est tournée vers moi, l'angoisse sur chaque ligne de son visage. Qu'est-ce qui arrive à Emma? Comment puis-je expliquer à ma fille que son père est en prison? Comment va-t-elle à l'école? Comment vit-elle une vie normale? Je sais. C'est pourquoi j'essaie de. Il y a autre chose. La voix de Sarah a baissé. Quelqu'un de ma pharmacie a contacté Kyle. J'ai vu des textos sur son téléphone la semaine dernière. Quelqu'un nommé Blue qui posait des questions sur nos systèmes d'inventaire, sur la façon dont nous suivons les substances contrôlées. Mon sang s'est glacé. Quoi, tu? Je pense. Elle pouvait à peine prononcer les mots. Je pense que Kyle pourrait prévoir de voler dans ma pharmacie, de m'utiliser pour obtenir de la drogue. Je me suis levé, je suis allé vers elle, je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est effondrée contre moi, sanglotant. Il ne ferait pas ça, ai-je murmuré. Mais même en prononçant ces mots, je savais qu'ils n'étaient pas vrais. Le Kyle que j'avais élevé ne le ferait pas. Mais ce Kyle, cet étranger qui utilisait sa mère comme bouclier et mentait à sa femme, je ne savais plus de quoi il était capable. Que dois-je faire? A chuchoté Sarah contre mon épaule. Angela, que dois-je faire? Tu prends Emma et tu vas chez tes parents. Elle a reculé. Quoi? Ce soir? Dis à Kyle que tu as besoin d'une pause, que tu as besoin de temps pour réfléchir. Prends Emma et reste chez tes parents à Burlington. Je ne peux pas le laisser comme ça. Sarah, écoute-moi. Je l'ai tenu par les épaules, je l'ai forcé à me regarder. Je vais m'occuper de ça. Je vais arrêter Kyle avant que ça n'aille plus loin. Mais j'ai besoin de savoir que toi et Emma êtes en sécurité d'abord. Peux-tu faire ça pour moi? Elle m'a regardé fixement pendant un long moment. Puis, lentement, elle a hoché la tête. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Emma dans le bac à sable, faisant des châteaux, complètement innocente de la tempête qui allait s'abattre sur sa famille. Je le ferai, a chuchoté Sarah. Ce soir. Après le départ de Sarah avec Emma, je me suis assise seule dans ma cuisine alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient. La maison semblait plus vide que d'habitude.
Ou peut-être que je me sentais juste plus seul. J'ai pensé au père Tom O'Brien de l'église Saint-James. Robert et moi le connaissions depuis des années. Il avait baptisé nos 2 enfants, marié Kyle et Sarah, présidé les funérailles de Robert. J'avais besoin de conseils, non pas de conseils juridiques, mais de conseils spirituels. Car ce que j'étais sur le point de faire me hantrait pour le reste de ma vie. Je me suis rendu à Saint James juste au moment où la messe du soir se terminait. Le père Tom était à l'arrière de l'église, serrant la main des paroissiens alors qu'il partait. Quand il m'a vu, son visage buriné s'est illuminé d'un sourire. « Angela, quelle agréable surprise. Comment allez-vous ? Je me demandais si vous aviez quelques minutes pour parler, père. » Son sourire s'est estompé. « Bien sûr. Venez dans mon bureau. » Nous nous sommes assis dans son petit bureau rempli de livres. Je ne lui ai pas tout dit, je ne pouvais pas, mais je lui en ai dit assez. Quelqu'un que j'aime se détruit, ai-je dit. Il fait des choix qui vont ruiner sa vie, blesser sa famille, peut-être le tuer. J'ai essayé de lui parler. Il n'écoute pas. J'ai le pouvoir de l'arrêter, mais cela signifierait. Cela signifierait faire quelque chose qui pourrait le faire me haïr. Qui pourrait briser notre relation pour toujours. Le père Tom est resté silencieux un long moment, les doigts joints sous son menton. Angela, a-t-il finalement dit, vous souvenez-vous de la parabole du bon berger ? Comment il laisse les 99 brebis pour chercher celle qui est perdue ? Oui. Le berger ne demande pas la permission de la brebis perdue. Il n'attend pas que la brebis retrouve son chemin. Il part à sa recherche. Il la ramène en sécurité. Même si la brebis se débat, même si elle ne comprend pas. Mais si la ramener signifie qu'elle souffrira à court terme ? Et si le seul moyen de la sauver est de la laisser faire face à des conséquences qui seront douloureuses ? Alors vous priez, a dit doucement le père Tom, que les conséquences enseignent plutôt que de détruire. Vous faites confiance que la miséricorde de Dieu est plus grande que nos erreurs. Et vous faites ce qui doit être fait, même si cela vous brise le cœur. Et si je me trompe ? Ma voix s'est brisée. Et si je fais cette chose et que ça ne les sauve pas ? Et si ça ne fait qu'empirer les choses ? Angela, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas voir l'avenir. Nous ne pouvons que faire ce que nous croyons juste dans le moment qui nous est donné et lui faire confiance pour le résultat. Il s'est penché en avant. Mais je vais vous dire ceci, ne rien faire quand quelqu'un que vous aimez est en danger, ce n'est pas de l'amour. C'est de la peur. Parfois, le plus grand acte d'amour est de laisser quelqu'un faire face aux conséquences de ses choix avant que ces conséquences ne deviennent fatales. J'ai quitté Saint James alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rouge, comme du feu, comme un avertissement. Les paroles du père Tom ont résonné dans ma tête. Parfois, le plus grand acte d'amour est de laisser quelqu'un faire face aux conséquences de ses choix. Je savais ce que je devais faire maintenant. J'avais juste besoin du courage de le faire. 3 semaines se sont écoulées. 3 semaines de nuits blanches et d'anxiété constante. 3 semaines à sursauter à chaque fois que mon téléphone sonnait, attendant l'appel qui m'annoncerait que Kyle avait été arrêté. Ou pire. Sarah et Emma sont restées chez les parents de Sarah. Elle a dit à Kyle qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir à leur mariage. Il était dévasté, m'a-t-elle dit. Il l'appelait en pleurant, la suppliant de rentrer à la maison. Elle a failli céder. Ne le fais pas, lui ai-je dit. Reste là-bas. Garde Emma en sécurité juste un peu plus longtemps. Qu'est-ce que tu prépares, Angela ? Je prépare le sauvetage de la vie de mon fils. Puis, un mercredi après-midi de début novembre, Kyle a appelé. Salut, maman. Sa voix était contenue. Je déteste demander, mais est-ce que je peux emprunter le camion demain après-midi juste pour quelques heures ? C'était ça. Le moment que j'attendais, que je préparais, que je redoutais. Bien sûr, chérie. Les clés sont dans le pare-soleil. Ouais, merci, maman. Je sais que je ne le dis pas assez, mais merci d'être toujours là pour moi. Les mots m'ont semblé être des couteaux. C'est ce que font les mères, Kyle. Nous sommes toujours là pour nos enfants. Après avoir raccroché, je suis resté dans ma cuisine, les mains tremblantes. Demain. Tout se passerait demain. J'ai pensé à tout annuler, à laisser Kyle prendre le camion une fois de plus. Mais je savais où cette route menait. Je l'avais vu trop de fois aux urgences.
Des mères pleurant sur des fils morts, se demandant quand elles auraient dû intervenir, quand elles auraient dû être assez courageuses pour l'arrêter. Pas mon fils, ai-je chuchoté. Pas si je peux l'aider. Jeudi matin, 14 novembre 2024. Je me suis réveillé à 5h30, bien que j'ai à peine dormi. Mon estomac était noué d'anxiété. À 6h, j'ai enfilé ma robe de chambre et mes pantoufles et je suis sorti vers le camion. Le vent de novembre a traversé mes vêtements fins, mais je l'ai à peine senti. J'étais engourdi, agissant en pilote automatique. J'ai ouvert la portière du conducteur et j'ai vérifié sous le tableau de bord. C'était là. Une autre enveloppe scotchée au même endroit qu'auparavant. Mes mains ont tremblé en la décollant. Elle était lourde, épaisse. Je ne l'ai pas ouverte, mais je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. De l'argent, de la drogue, des preuves. Je suis resté là, dans mon allée, tenant cette enveloppe, et j'ai pensé à tout ce qui avait mené à ce moment. La mort de Robert, les dettes de Kyle, les mensonges, la trahison, la peur. Et j'ai pensé à Emma, 7 ans, avec un sourire édenté et du shampoing à la fraise dans les cheveux. Emma qui méritait de grandir avec un père, même si ce père devait d'abord aller en prison pour sauver sa vie. J'ai pris l'enveloppe à l'intérieur, je l'ai posée sur la table de ma cuisine, je l'ai regardée fixement pendant un long moment. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le service de police d'Oakville. Je dois signaler un trafic de drogue présumé, ai-je dit, et ma voix était stable, calme, la voix d'une infirmière. Mon nom est Angela Mitchell, et je crois que mon fils fait une livraison de drogue cet après-midi. 1 heure plus tard, j'étais assise dans une petite pièce du poste de police d'Oakville, les mains enroulées autour d'une tasse de café que je ne pouvais pas boire. Une policière avait pris ma déposition initiale. L'agente Jennifer Morrison. Elle avait la mi-trentaine avec des yeux bienveillants qui me rappelaient douloureusement Sarah. Madame Mitchell, avait-elle dit après que j'ai tout expliqué. Ce que vous faites demande un courage énorme. J'ai terriblement peur, avais-je admis. Mais j'ai plus peur de ce qui se passera si je ne fais rien. Ma petite fille a besoin de son père, même si cela signifie que son père doit aller en prison pour obtenir de l'aide. Maintenant, l'agente Morrison est revenue avec un homme en civil, plus âgé, d'origine indienne, avec des yeux vifs et intelligents. Madame Mitchell, voici le détective Raj Singh. Il est spécialisé dans les affaires de trafic de drogue. Le détective Singh m'a serré la main et s'est assis en face de moi. Expliquez-moi tout à nouveau, s'il vous plaît. Prenez votre temps. Je l'ai fait. Je lui ai parlé de la découverte du sac en plastique, du téléphone prépayé, des messages, du fait d'avoir suivi Kyle à ses livraisons. Je lui ai montré les photos de l'appareil de Robert, celles que j'avais téléchargées sur une clé USB. Singh les a examinées attentivement, prenant des notes. C'est excellent, Madame Mitchell. Une documentation très complète. Plaque d'immatriculation, visage, lieu, horodatage. Vous avez monté un meilleur dossier que certains de nos agents infiltrés. J'ai été infirmière pendant 40 ans. Je sais comment documenter les choses correctement. Il a souri légèrement. Je vois ça. Puis son visage est devenu sérieux. Voici ce que je dois vous faire comprendre. Si nous arrêtons votre fils sur la base de votre témoignage et de vos preuves, la couronne demandera une peine de prison importante. Les accusations de trafic sont graves. Il risque de 8 à 15 ans, peut-être plus selon ce que nous trouverons dans le véhicule. Mes mains se sont crispées sur la tasse de café. Je comprends. Cependant, a poursuivi Singh, si votre fils coopère, s'il nous donne des informations sur ses fournisseurs, sur le réseau de distribution, le procureur de la couronne en tiendra compte. Il pourrait potentiellement obtenir de 3 à 5 ans à la place, peut-être moins, avec une bonne conduite. Et si je ne fais rien? L'expression de Singh était grave. Madame Mitchell, je travaille sur des affaires de drogue depuis 20 ans. Les personnes avec qui votre fils est impliqué, d'après ses photos et la sophistication de l'opération, ne laissent pas les gens prendre leur retraite. Finalement, il fera une erreur où il essaiera de partir et ils feront de lui un exemple. Ou il se fera prendre et, sans coopération, il passera les 2 prochaines décennies en prison. Donc, de toute façon, il va en prison. De toute façon, oui. Mais de cette façon, il a une chance, une vraie chance d'un avenir. Et plus important encore, il a une chance d'arrêter avant que quelqu'un ne soit blessé. J'ai pris une inspiration tremblante. Alors, faisons-le.
Il y a encore une chose. Singh a sorti un bloc-notes. Vous avez dit avoir trouvé une autre enveloppe ce matin. L'avez-vous toujours? Oui, chez moi. Nous en aurons besoin. C'est une preuve. Il a fait une pause. Madame Mitchell, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Avez-vous déplacé ou altéré des preuves? La question flottait dans l'air. J'ai pensé à l'enveloppe posée sur la table de ma cuisine. J'ai pensé à la Honda Civic de Kyle dans mon allée. J'ai pensé à la décision que j'avais prise dans les heures sombres avant l'aube. Non, ai-je dit. J'ai photographié son emplacement et je l'ai laissé là où elle était. Le mensonge est venu facilement, trop facilement, mais c'était nécessaire. Singh a hoché la tête, satisfait. Bien. Voici ce qui va se passer. Sur la base de vos informations, nous aurons des unités prêtes à intercepter votre fils lorsqu'il fera sa livraison cet après-midi. Nous fouillerons le véhicule. Si nous trouvons de la contrebande, nous procéderons à l'arrestation. Ensuite, nous l'amènerons pour un interrogatoire et nous verrons s'il est prêt à coopérer. Il aura peur, ai-je dit doucement. Il ne gère pas bien la peur. Je sais. Et nous l'utiliserons. Pas cruellement, Madame Mitchell, mais nous nous assurons qu'il comprenne que la coopération est sa meilleure option. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Après avoir donné ma déposition complète et remis la clé USB, je me suis levé pour partir. Mes jambes me semblaient faibles. Madame Mitchell, l'agente Morrison a doucement touché mon bras. Vous faites ce qu'il faut. Je sais que ça ne semble pas être le cas maintenant, mais c'est le cas. Dites ça à mon fils, ai-je chuchoté, quand il découvrira ce que j'ai fait. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un état second. Il était 9h30 du matin. Kyle viendrait chercher son camion vers midi, ce qui signifiait que j'avais 2h30. 2h30 avant de détruire ma relation avec mon fils pour lui sauver la vie. Quand je suis rentré à la maison, je suis allé directement à la table de la cuisine où l'enveloppe était toujours posée. Je l'ai prise, j'ai senti son poids, j'ai pensé à tout ce qu'elle représentait. Puis je suis sorti dans l'allée jusqu'à l'endroit où la Honda Civic de Kyle était garée. Il l'avait laissée ici la semaine dernière, disant que son assurance devait être renouvelée et qu'il ne voulait pas la conduire tant que ce ne serait pas réglé. Elle était dans mon allée depuis 5 jours. J'ai sorti la clé de rechange. Kyle ne savait pas que j'avais celle qu'il m'avait donnée il y a des années, quand Emma était bébé et qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse entrer dans leur voiture en cas d'urgence. J'ai ouvert la portière du conducteur, je me suis assise sur le siège où Kyle s'asseyait tous les jours, j'ai senti son eau de Cologne, j'ai vu le siège auto à l'arrière où Emma montait. Mes mains tremblaient si fort que j'ai à peine pu ouvrir la boîte à gants, mais je l'ai fait. J'ai mis l'enveloppe à l'intérieur, je l'ai refermée, je suis sorti de la voiture, je l'ai verrouillée. Puis je suis rentré dans ma maison, je me suis versé une tasse de café et je me suis assise à la table de la cuisine pour attendre. Je venais de planter des preuves sur mon fils. Je venais de m'assurer que lorsque la police vérifierait ses plaques et déciderait de l'arrêter, comme je savais qu'il le ferait, parce que le détective Singh avait mentionné que des patrouilles surveilleraient les véhicules suspects, il trouverait de la drogue et de l'argent dans la voiture de Kyle au lieu du camion. Le camion était immatriculé à mon nom. Je pouvais prétendre l'ignorance. La voiture était immatriculée au nom de Kyle. Il ne pouvait pas. J'avais changé l'équation. Je m'étais assuré que lorsque mon fils serait arrêté, ce serait irréfutable. Pas moyen de prétendre qu'il empruntait simplement le véhicule de sa mère. Pas moyen de m'entraîner en tant que complice. Pas d'issue, sauf la coopération. Je suis resté assise dans ma cuisine, buvant du café froid, et j'ai attendu les sirènes. À 12h15, Kyle est entré dans mon allée. Je l'ai regardé par la fenêtre alors qu'il sortait d'un taxi, se dirigeait vers le camion, vérifiait son téléphone et partait. Il n'est même pas venu à la porte pour dire bonjour. J'ai regardé l'horloge. 12h16 Le détective Singh avait dit qu'ils auraient des unités de surveillance, qu'ils intercepteraient Kyle pendant sa course. Ils avaient probablement déjà des patrouilles qui suivaient le camion, mais ils ne savaient pas pour les preuves dans la voiture de Kyle. Ils prévoyaient d'arrêter le camion. J'avais changé ce plan sans leur dire. À 12h23, 7 minutes après le départ de Kyle, j'ai appelé le détective Singh. Détective, c'est Angela Mitchell. Je dois vous dire quelque chose. Qu'y a-t-il, Madame Mitchell? L'enveloppe. Ma voix s'est brisée.
Je l'ai déplacé ce matin. Je l'ai déplacé du camion à la Honda Civic de mon fils, celle qui est garée dans mon allée. Silence à l'autre bout du fil. Puis, pourquoi avez-vous fait ça? Parce que si vous l'arrêtiez avec de la drogue dans mon camion, il pourrait prétendre qu'il ne savait pas qu'elles étaient là, qu'il empruntait simplement mon véhicule. Mais sa voiture, elle est immatriculée à son nom, c'est son véhicule. Il ne peut pas le nier. Plus de silence. Je pouvais entendre Singh parler à quelqu'un en arrière-plan, étouffé. Puis, Madame Mitchell, vous venez d'admettre avoir altéré des preuves. Je sais. Je suis désolé. J'avais besoin de m'assurer. J'avais besoin de m'assurer qu'il ne pourrait pas s'en sortir en parlant. Une autre pause. Puis la voix de Singh, prudente. Madame Mitchell, je vais faire comme si nous n'avions pas eu cette conversation. Comprenez-vous? Je vais faire comme si vous veniez de m'appeler pour me dire que nous devrions vérifier le véhicule de votre fils ainsi que le camion. Le soulagement m'a envahi. Merci. Ne me remerciez pas. Si cela va au procès, vous pourriez être appelé à témoigner, et si on vous demande sous serment si vous avez déplacé des preuves, vous devrez dire la vérité. Je comprends. Restez près de votre téléphone, Madame Mitchell. Ça va se passer vite maintenant. Il a raccroché. Je me suis rassise à ma table de cuisine, j'ai versé une autre tasse de café et j'ai attendu. À 12h39, 23 minutes après le départ de Kyle, j'ai entendu les sirènes. La sirène a commencé comme un gémissement lointain et est devenue de plus en plus forte. Je me suis tenu à la fenêtre de mon salon, la tasse de café tremblant dans mes mains, regardant la rue. Puis je les ai vus. 3 voitures de police d'Oakville, les gyrophares clignotants, convergeant vers le parking de l'épicerie à 2 pâtés de maison. Je pouvais à peine en voir le coin depuis ma fenêtre. Voir le flash de rouge et de bleu se refléter sur les vitrines des magasins. Voir la Honda Civic argentée de Kyle entourée. Mes jambes ont flanché. Je me suis assise lourdement sur le canapé. Du café a giclé sur le bord de ma tasse, sur ma main. J'ai à peine senti la brûlure. C'était réel. Ça se passait. Je venais de détruire la vie de mon fils pour la sauver. Mon téléphone a sonné. Détective Singh. Madame Mitchell, nous l'avons. Il est en garde à vue. Est-ce qu'il... Ma voix est sortie en un croassement. Est-ce qu'il a été blessé? Non. Il a essayé de courir quand il a vu les voitures de police, mais il était bloqué. Il va bien. Secoué, mais bien. Qu'avez-vous trouvé? Une pause. Madame Mitchell, je ne peux pas discuter de preuves actives avec vous, mais je peux vous dire que l'arrestation s'est bien passée. Il est transporté au poste maintenant pour traitement. Puis-je le voir? Pas tout de suite. Il sera ici pendant plusieurs heures. Enregistrement, empreinte digitale, première comparution. Si vous voulez lui rendre visite, ce ne sera pas avant demain au plus tôt. Sa voix s'est adoucie. Madame Mitchell, allez-vous verser un vrai verre? Pas du café. Quelque chose de plus fort. Vous venez de faire l'une des choses les plus difficiles qu'un parent puisse faire. Après qu'il ait raccroché, je suis resté assise sur mon canapé pendant un long moment, à ne rien regarder. Le café avait de nouveau refroidi. Ma main, là où je l'avais renversée, commençait à cloquer, mais je n'ai pas bougé pour la soigner. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, le nom de Sarah s'est affiché à l'écran. Angela. Sa voix était aiguë, paniquée. Angela, ils ont arrêté Kyle. La police vient de m'appeler. Ils disent qu'il avait de la drogue dans sa voiture. Ils disent qu'il est un dealer. Ça doit être une erreur. Tu dois l'aider. Sarah, où est Emma? Elle est chez ma mère, en train de regarder la télé. Angela, s'il te plaît. Tu dois faire quelque chose. Tu dois. Sarah, écoute-moi très attentivement. J'ai gardé ma voix calme, stable. La voix d'infirmière qui avait calmé des patients agités aux urgences pendant 40 ans. Prends une profonde inspiration. Où es-tu en ce moment? Je suis dans la cuisine de mes parents. Bien. C'est bien. J'ai besoin que tu restes là. Ne rentre pas à la maison. N'aille pas au poste de police.
Ne parle à personne qui appelle, à moins que ce ne soit moi ou un avocat. Comprends-tu? Quoi? Pourquoi? Angela, qu'est-ce qui se passe? Sarah, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Garde Emma chez tes parents. Reste loin de ta maison avec Kyle, juste pour l'instant. Peux-tu faire ça? Il y a eu un long silence. Puis, très doucement, tu savais. Tu savais que ça allait arriver. J'ai fermé les yeux. J'ai découvert. J'ai essayé de l'aider à arrêter. Il n'a pas voulu. Oh mon Dieu. Sa voix était à peine un murmure. Oh mon Dieu, Angela. Tu l'as dénoncé. Je suis désolé, Sarah. Je suis tellement désolé, mais c'était le seul moyen. De détruire notre famille? De prendre le père d'Emma? Point de sauver sa vie. Les mots sont sortis de moi, bruts et désespérés. Sarah, les gens pour qui il travaillait, ils ne laissent pas prendre leur retraite. Finalement, il aurait fini mort ou en prison à vie. De cette façon, il a une chance. S'il coopère, s'il leur donne des informations, il pourrait sortir dans 3 ans au lieu de 15. Je l'ai entendu sangloter à l'autre bout. Je ne peux pas faire ça en ce moment. Je sais. Je sais que c'est difficile. Mais Sarah, tu dois protéger Emma. Tu dois te protéger. Il va y avoir des retombées, l'attention des médias, des questions. Tu dois être dans un endroit sûr avec des gens qui peuvent t'aider. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça, a-t-elle chuchoté. Puis la ligne s'est coupée. Je suis resté là, tenant mon téléphone, ayant l'impression d'avoir poussé mon propre fils d'une falaise et d'avoir regardé ma belle-fille sauter après lui. Les 3 jours suivants ont été un enfer particulier. L'arrestation a fait la une des journaux locaux. Agent immobilier local arrêté dans une affaire de trafic de drogue. Ils n'ont pas utilisé le nom de Kyle au début, pas avant qu'il ne soit formellement inculpé, mais tout le monde dans notre quartier le savait de toute façon. Les petites villes sont comme ça. Madame Patterson d'en face a frappé à ma porte l'après-midi de l'arrestation. Angela, ma chérie, j'ai vu les voitures de police. Tout va bien? Urgence familiale, ai-je dit en gardant une voix neutre. Mais merci de votre inquiétude. Elle m'a regardé avec une sympathie qui ressemblait à de la pitié. S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire, je vous le ferai savoir. Après son départ, j'ai débranché mon téléphone fixe et j'ai mis mon portable en mode silencieux. Je ne pouvais pas supporter les appels, les questions, les voix soigneusement inquiètes cachant la curiosité. Jennifer, ma fille, a appelé 14 fois avant que je ne réponde finalement. Maman. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir les nouvelles sur Kyle. Ils disent qu'il vendait de la drogue. Ce n'est pas possible. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Jennifer. Maman, s'il te plaît. Je viens là-haut. Je quitte Toronto tout de suite. Je serai là dans 1 heure. Non. Ma voix est sortie plus vive que je ne le voulais. Non, chérie. Reste à Toronto. Je vais bien. Kyle a fait des erreurs. De grosses erreurs. Mais il va s'en sortir. Comment peux-tu dire ça? Il a été arrêté pour trafic de drogue. Comment est-ce que ça peut aller? Parce qu'il est en vie. Les mots se sont coincés dans ma gorge. Parce qu'il est en vie et qu'il a une chance de réparer ça avant qu'il ne soit trop tard. Jennifer est restée silencieuse un moment. Puis, maman, tu savais? Tu savais ce qu'il faisait? Oui. Depuis combien de temps? Quelques semaines. Et tu ne me l'as pas dit? Tu n'as pas, elle s'est arrêtée. Je pouvais l'entendre respirer fort à l'autre bout du fil. Tu l'as dénoncé? Oh mon Dieu. Maman, tu as dénoncé ton propre fils. J'ai sauvé la vie de mon fils en l'envoyant en prison. En l'arrêtant avant que les gens pour qui il travaillait ne le tuent ou avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Ma voix s'est brisée. Jennifer, tu n'as pas vu les messages. Tu n'as pas vu à quel point il était impliqué. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. Il faisait partie d'un réseau de distribution. Il utilisait le camion de Robert, utilisait ma réputation d'infirmière comme couverture. Et il prévoyait de voler dans la pharmacie de Sarah pour obtenir plus de drogue. Silence. Je devais l'arrêter, ai-je chuchoté.
Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon salon sombre et j'ai pleuré. De vrais sanglots qui secouaient tout mon corps. J'ai pleuré pour Kyle, pour Sarah, pour Emma, pour Jennifer, pour Robert, qui n'était pas là pour me dire si j'avais bien fait. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Le vendredi matin, 2 jours après l'arrestation, Kyle a eu son audience de libération sous caution. Le détective Singh a appelé pour me faire part du résultat. La couronne s'est opposée à la libération sous caution, a-t-il dit. A plaidé qu'il y a un risque de fuite, qu'il a des liens avec le crime organisé, et que la quantité de fentanyl en sa possession indiquait qu'il était un dealer important plutôt qu'un coursier. Combien y avait-il, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi ne veuille pas le savoir. Je ne peux pas vous donner de détails, mais Madame Mitchell, assez pour l'inculper de trafic avec intention de distribuer. Ce n'était pas un usage personnel. C'était une quantité de dealers. J'ai fermé les yeux. La libération sous caution a-t-elle été accordée? Non. Il est détenu au complexe correctionnel de Maplehurst en attendant son procès. Il y restera un moment. Puis-je le voir? Vous pouvez demander une visite, mais Madame Mitchell, il a fait une pause. Il est au courant de vous, de ce que vous avez fait. Comment? Son avocat le lui a dit. Ça fait partie de la divulgation. Votre déclaration, votre témoignage, tout cela fait partie des preuves contre lui. Il sait que c'est vous qui nous avez appelés. Il sait que vous avez documenté ses mouvements. Il sait tout. Mes mains ont de nouveau commencé à trembler. Qu'a-t-il dit? Je n'étais pas là quand son avocat le lui a dit, mais on m'a dit qu'il ne l'a pas bien pris. Après que Singh ait raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai regardé le téléphone. Une partie de moi voulait appeler le centre de détention immédiatement, demander une visite, essayer de m'expliquer. L'autre partie était terrifiée de voir la haine dans les yeux de mon fils. Finalement, j'ai attendu 3 jours de plus avant de trouver le courage. Le complexe correctionnel de Maplehurst était à 1 heure de route d'Oakville. Je n'avais jamais été dans une prison auparavant. Le bâtiment se dressait, gris et menaçant, contre le ciel de novembre, entouré d'une clôture en grillage surmontée de barbelés. Je me suis enregistré à l'entrée des visiteurs, j'ai passé le contrôle de sécurité, on a fouillé mon sac, je suis passé par un détecteur de métaux. Les gardiens étaient professionnels, mais froids. J'étais juste une autre visiteuse pour eux, juste un autre membre de la famille venu voir quelqu'un qui avait fait des choix terribles. Ils m'ont amené dans une salle de visite divisée par d'épaisses cloisons en verre. Des téléphones de chaque côté pour la communication. Pas de contact physique autorisé. Je me suis assise sur la chaise en plastique dur et j'ai attendu. Puis ils l'ont amené. Kyle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Combinaison orange, menottes, cheveux en désordre, des cernes sous les yeux qui le rendaient creux. Quand il m'a vu à travers la vitre, sa mâchoire s'est crispée. Il s'est assis lentement, a pris le téléphone de son côté, m'a regardé fixement. J'ai pris mon téléphone. Kyle. Tu as fait ça. Sa voix était plate. Morte. Tu as mis ça dans ma voiture. Mon estomac s'est noué. Kyle, écoute. Ne me mens pas, maman. Pas maintenant. Les flics m'ont tout dit. Ils ont dit qu'ils prévoyaient de m'intercepter dans le camion, mais d'une manière ou d'une autre, la drogue s'est retrouvée dans ma voiture à la place. Ils ont dit qu'ils avaient reçu un tuyau anonyme sur mon véhicule. Il s'est penché en avant, les yeux durs. Mais ce n'était pas anonyme, n'est-ce pas? C'était toi. J'ai trouvé l'enveloppe dans le camion, ai-je dit en gardant ma voix stable. Je l'ai déplacée dans ta voiture. Et oui, j'ai appelé la police. Pourquoi? Le mot est sorti comme un coup de feu. Pourquoi m'as-tu fait ça? Parce que je t'aime. Parce que tu es mon fils. Parce que je t'ai regardé te détruire et que je ne pouvais pas rester là à ne rien faire. Alors tu m'as envoyé en prison. Son rire était amer, laid. C'est comme ça que tu montres ton amour? En me trahissant? Tu allais déjà en prison, Kyle. Ce n'était qu'une question de temps. Je me suis penché en avant, le forçant à me regarder. Au moins de cette façon, tu as une chance. La police veut que tu coopères. Ils veulent les gens au-dessus de toi. Le détective Singh m'a dit que si tu leur donnes de bonnes informations,
tu pourrais sortir dans 3 ans au lieu de 15. Et tu pensais avoir le droit de prendre cette décision pour moi? Quand tu as utilisé mon camion sans ma permission pour transporter de la drogue, tu m'as rendu complice. Ma voix s'est durcie. Tu as risqué ma liberté, ma maison, tout ce pourquoi ton père et moi avons travaillé toute notre vie. Tu as pris cette décision sans me le demander. Alors oui, j'ai pris une décision sans te le demander. Je suis ton fils. Exactement. Le mot a résonné dans la petite pièce. Tu es mon fils. C'est pourquoi je ne pouvais pas te regarder mourir. C'est pourquoi je ne pouvais pas rester là pendant que tu t'enfonçais de plus en plus dans quelque chose qui te tuerait ou t'enfermerait pour toujours. C'est pourquoi j'ai fait la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Tu m'as trahi. Je t'ai sauvé. Ma voix s'est brisée. Kyle, les gens pour qui tu travaillais, ils ne laissent pas les gens partir. Tu le sais. Finalement, tu aurais essayé d'arrêter, ou fait une erreur, ou serais devenu un handicap. Et alors? Qu'est-ce qui arrive à Emma quand son père finit mort dans un fossé quelque part? Qu'est-ce qui arrive à Sarah? Qu'est-ce qui arrive à notre famille? N'ose pas parler d'Emma. Sa voix était basse, dangereuse. N'ose pas utiliser ma fille pour justifier ce que tu as fait. Emma est exactement la raison pour laquelle j'ai fait ça. Je pleurais maintenant. Je ne pouvais pas arrêter les larmes. Parce qu'elle a besoin de son père, Kyle. Elle a besoin de son père en vie. Et oui, cela signifie que son père doit d'abord aller en prison. Cela signifie que son père doit faire face aux conséquences. Mais au moins, elle aura toujours un père. Kyle a raccroché violemment le téléphone et s'est levé. Kyle, attends. Mais il se dirigeait déjà vers la porte, les épaules secouées. Le gardien a dû venir le chercher parce qu'il se tenait juste là, le dos tourné, sans bouger. Je suis resté dans cette salle de visite pendant un long moment après qu'il l'ait emmené. Tenant le téléphone à mon oreille, même si la ligne était coupée, fixant la chaise vide où mon fils avait été. Les 2 mois suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Kyle a refusé de me voir, a refusé de prendre mes appels. Le personnel du centre de détention m'a dit qu'il refusait beaucoup de choses, manger, participer au programme, parler à son avocat. Il était dans un état sombre, ont-ils dit prudemment. Il le surveillait. Je suis allé au centre de détention tous les dimanches de toute façon. Je me suis assise sur le parking pendant 1 heure, parfois 2, sans jamais entrer, juste assise là, juste pour être près de lui, même s'il ne voulait pas de moi. Sarah a demandé le divorce. Son avocat a envoyé les papiers à Kyle en prison. Elle a obtenu une ordonnance restrictive, a déménagé avec Emma chez ses parents de façon permanente. Quand j'ai appelé pour prendre de leurs nouvelles, elle était civile mais froide. Emma demande après son père, m'a-t-elle dit. Je ne sais pas quoi lui dire. Dis-lui la vérité. D'une manière qu'une enfant de 7 ans peut comprendre. Dis-lui que son papa a fait des erreurs et qu'il apprend à faire mieux. Comme toi. L'accusation dans sa voix m'a fait sursauter. Sarah. Je dois y aller, Angela. Emma a besoin de déjeuner. Elle a raccroché. Jennifer est venue me rendre visite une fois. Nous nous sommes assises dans ma cuisine, la même cuisine où j'avais confronté Kyle, où j'avais pris la décision qui a brisé notre famille, et nous ne savions pas quoi nous dire. Je ne sais pas si tu as bien fait, maman, a-t-elle finalement dit. Mais je sais que tu l'as fait parce que tu l'aimes. C'était la chose la plus gentille que quelqu'un m'ait dite depuis des semaines. Jennifer m'a serré dans ses bras avant de partir. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, quoi que ce soit. Après son départ, je me suis assise seule dans ma maison et j'ai senti le poids de ce que j'avais fait peser sur moi comme une chose physique. Certaines nuits, je ne pouvais pas dormir. Certaines nuits, je ne pouvais pas manger. J'ai perdu cette KG. J'ai arrêté d'aller à l'église parce que je ne pouvais pas faire face aux regards compatissants, aux questions chuchotées. Le père Tom a appelé plusieurs fois. Je n'ai pas répondu. Madame Patterson a laissé une cocotte sur mon porche avec un mot, je pense à vous. Je l'ai jeté sans l'essayer. Fin décembre, le détective Singh a appelé avec des nouvelles. Kyle coopère. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Quoi, maintenant? Son avocat l'a convaincu. Lui a montré les preuves. Lui a expliqué la peine probable s'il allait au procès par rapport à s'il coopérait. Il nous donne des noms, des adresses, tout le réseau. Est-ce qu'il
J'ai dû m'arrêter, me reprendre. Est-ce qu'il est en sécurité? Nous avons pris des précautions. Les personnes qui l'impliquent sont arrêtées au fur et à mesure qu'ils les identifient. Au moment où ils découvriront qu'ils coopèrent, ils seront eux-mêmes en garde à vue. Combien de temps risque-t-il? La couronne voulait initialement 15 ans. Avec sa coopération, ils offrent 8 ans, éligibles à la libération conditionnelle dans 3 ans. 8 ans. Emma aurait 15 ans quand son père sortirait. Une adolescente. Elle manquerait toute son enfance. Mais elle aurait toujours un père. Madame Mitchell. La voix de Singh était douce. C'est un bon résultat. Mieux que ce que nous espérions. Et les informations que Kyle fournit vont démanteler un important réseau de distribution. Il aide beaucoup de gens en coopérant, même s'ils ne le voient pas encore. A-t-il demandé de mes nouvelles? Pause. Non. Je suis désolé. Noël 2024 a été le jour le plus solitaire de ma vie. Jennifer m'a invité à Toronto, mais je ne pouvais pas y faire face. Je ne pouvais pas faire face à la famille de son petit ami, aux questions, à la gaieté forcée. Pendant que mon fils était assis dans une cellule. Sarah a envoyé une photo d'Emma ouvrant ses cadeaux. Elle avait l'air si heureuse, un sourire édenté et les cheveux en couette désordonnés. Le message qui l'accompagnait disait simplement « J'ai pensé que tu voudrais voir ». J'ai regardé cette photo pendant 1 heure. Ma petite fille, 7 ans, grandissant sans son père à cause d'un choix que j'ai fait. Je me suis versé un whisky, la marque préférée de Robert, de la bouteille à l'arrière du placard que j'avais gardée pour une occasion spéciale qui n'est jamais venue. Je me suis assise à ma table de cuisine, j'ai regardé les chaises vides où Kyle, Sarah et Emma auraient dû être. Ai-je bien fait, Robert? Ai-je chuchoté à la maison silencieuse. Dis-moi que j'ai bien fait. La maison n'a pas répondu. J'ai bu le whisky, j'en ai versé un autre. J'ai pensé à appeler le père Tom. Je ne l'ai pas fait. À 22 heures, j'étais assez ivre pour faire quelque chose de stupide. J'ai appelé le centre de détention. J'aimerais laisser un message à un détenu, Kyle Mitchell. Les messages doivent être soumis par écrit, madame. Alors j'en écrirai un. Que dois-je faire? Ils ont expliqué le processus. J'ai raccroché, j'ai sorti un stylo et du papier, du vrai papier, car l'email n'était pas autorisé, et j'ai commencé à écrire. Cher Kyle, je sais que tu me détestes. Je sais que tu penses que je t'ai trahi. Peut-être que je l'ai fait. Peut-être que j'irai à ma tombe sans savoir si j'ai bien fait. Mais je sais ceci. Tu es en vie. Tu reçois de l'aide. Tu as une chance d'un avenir. Et c'est plus que ce que tu aurais eu si je n'avais rien fait. Ta fille a besoin de toi. Pas un jour. Pas quand ce sera pratique. Maintenant. Elle a besoin que tu sois le père qu'elle mérite. Et tu ne peux pas être ce père si tu es mort, ou en prison à vie, ou si profondément dans ce monde que tu ne peux plus retrouver ton chemin. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Même si tu me détestes pour toujours, même si tu ne me parles plus jamais, je serai toujours ta mère et je t'aimerai toujours. S'il te plaît, Kyle, coopère. Donne-leur ce dont ils ont besoin. Reviens-nous. Reviens à Emma. Maman. Je l'ai scellé, je l'ai mis dans une enveloppe, je l'ai adressé. Le lendemain matin, je l'ai posté. Je n'ai jamais eu de réponse. Le procès de Kyle était prévu pour mars 2025. Mais en février, son avocat m'a appelé. Il accepte un accord de plaidoyer. 8 ans, éligible à la libération conditionnelle dans 3 ans. La condamnation est la semaine prochaine. Il voulait que je vous dise qu'il ne veut pas que vous soyez là. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Il a dit ça? Oui, madame. Je suis désolé. J'y suis allé quand même. Je me suis assise au fond de la salle d'audience, portant ma meilleure robe noire, celle que j'avais portée aux funérailles de Robert, regardant pendant qu'ils amenaient Kyle. Il avait l'air mieux qu'à Noël, toujours trop mince, toujours trop pâle, mais ses yeux étaient plus clairs. Il ne m'a pas regardé, pas une seule fois pendant toute la procédure. Le juge a accepté son plaidoyer. 8 ans en sécurité minimale, éligible à la libération conditionnelle après 3 ans. Crédit pour le temps purgé. Le marteau est tombé. L'avocat de Kyle lui a brièvement parlé, la main sur son épaule. Kyle a hoché la tête.
Puis ils l'ont emmené. Il ne m'a toujours pas regardé. Je suis resté dans cette salle d'audience après que tout le monde soit parti. Je suis resté là jusqu'à ce que l'huissier me demande poliment si j'avais besoin de quelque chose. Non, ai-je dit. Je vais bien. C'était le plus grand mensonge que j'ai jamais dit. 3 mois plus tard, en mai 2025, j'ai reçu une lettre. Du courrier de prison avec le numéro de détenu de Kyle dans le coin. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant. Maman, je ne suis pas encore prêt à te parler. Peut-être que je ne le serai pas avant longtemps. Mais mon thérapeute dit que je devrais écrire ça, même si je ne l'envoie pas. Je l'envoie. Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Je ne dis pas que ça me va, mais je comprends. Tu avais raison à propos des gens pour qui je travaillais. Mon avocat m'a montré ce qui est arrivé au dernier type qui a essayé d'arrêter. Ils l'ont trouvé dans le lac Ontario. J'aurais été le suivant. Je suis dans un programme ici, j'apprends sur la dépendance, les choix, les conséquences. C'est dur. Vraiment dur. Regardez ce que je suis devenu, ce que j'ai fait. Je t'ai utilisé. J'ai utilisé la mémoire de papa. J'ai utilisé Sarah. J'étais prêt à tout détruire pour de l'argent. Et parce que j'avais trop peur d'affronter la vérité sur ce dans quoi je m'étais embarqué. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne suis pas sûr de pouvoir me pardonner moi-même. Mais je veux que tu saches que j'essaie. J'essaie vraiment. Je vais être un meilleur père pour Emma quand je sortirai. Je vais être le père qu'elle mérite. Le père que toi et papa m'avez élevé pour être avant que je ne gâche tout. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que je suis désolé. Dis-lui que je travaille à être meilleur. Kyle. J'ai lu cette lettre 10 fois. 20, je l'ai pliée avec soin et je l'ai mise dans le tiroir avec les affaires de Robert, sa montre, son alliance, le programme de ses funérailles. Puis j'ai appelé Sarah. Il m'a écrit, ai-je dit quand elle a répondu. Kyle. Il m'a écrit. Silence. Puis, qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il comprend. Qu'il essaie. J'ai pris une profonde inspiration. Sarah, puis-je voir Emma? Angela, s'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que ce que j'ai fait vous a tous blessés. Mais c'est ma petite fille, et elle me manque tellement que ça me fait mal de respirer. Long silence. Si long que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis, samedi. Tu peux venir samedi après-midi pendant 1 heure. Merci. Je pleurais. Merci, Sarah. Je ne fais pas ça pour toi, Angela. Je le fais pour Emma. Elle demande après toi, après sa mamie. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne lui rends plus visite. Je lui expliquerai. D'une manière qu'elle puisse comprendre. Tu ferais mieux. Parce que si tu la blesses, si tu la confuses ou si tu la contraries, c'est fini. Plus de visites. Je comprends. Samedi après-midi, j'ai conduit jusqu'à la maison des parents de Sarah à Burlington. Mes mains tremblaient sur le volant tout le long du trajet. Patricia, la mère de Sarah, a ouvert la porte. Son visage était neutre, soigneusement vide. Angela, entrait. La maison était chaude, remplie de l'odeur de quelque chose qui cuisait. Je pouvais entendre une télé en arrière-plan, des dessins animés. Sarah est apparue de la cuisine. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée que ses 37 ans. Elle est dans le salon, a dit Sarah. Je lui ai dit que tu venais. Elle a posé des questions. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu as été occupé. Que tu lui manquais. Que son papa est parti en ce moment, mais qu'il l'aime beaucoup. La voix de Sarah s'est légèrement durcie. Je ne lui ai pas dit la vérité. Pas toute la vérité. Elle est trop jeune. Je ne le ferai jamais. Je sais. Sois juste douce, s'il te plaît. Je suis entré dans le salon. Emma était assise par terre, coloriant. Quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé. Mamie. Elle a couru vers moi, s'est écrasée contre mes jambes dans une étreinte qui a failli me renverser. Je me suis laissé tomber à genoux et je l'ai serrée contre moi, respirant cette odeur de petite fille de crayon de couleur, de shampoing à la fraise et de pure innocence. Salut, ma chérie, ai-je chuchoté. Tu m'as tellement manqué. Où étais-tu? Tu ne me rends plus jamais visite. Et papa est parti aussi.
Maman dit qu'il est parti, mais elle ne veut pas me dire où. J'ai reculé, je l'ai regardée. 7 ans, édentée, innocente, méritant la vérité, mais pas toute la vérité. Pas encore. Ton papa a fait des erreurs, ma chérie. De grosses erreurs. Et maintenant, il est dans un endroit spécial pour apprendre à faire mieux. Quel genre d'erreur? Des erreurs d'adultes. Le genre qui blesse les gens même quand on ne le veut pas. J'ai écarté ses cheveux de son visage. Mais il t'aime. Il t'aime tellement. Et il travaille très dur pour être meilleur afin de pouvoir rentrer à la maison un jour. Quand? Je ne sais pas exactement. Mais pas avant un moment. Il faut du temps pour réparer les grosses erreurs. Emma a réfléchi à cela, son visage sérieux. Tu es en colère contre papa? La question m'a prise au dépourvu. Non, ma chérie. Je ne suis pas en colère. Alors pourquoi tu ne lui rends pas visite non plus? Parce que. J'ai eu du mal à trouver les mots. Parce que parfois, quand quelqu'un qu'on aime fait des erreurs, on doit faire des choix difficiles pour l'aider. Et ces choix peuvent faire mal. Ils peuvent mettre les gens en colère contre nous. Mais on le fait quand même parce qu'on les aime. Elle m'a regardé avec les yeux de Robert. Ça n'a pas de sens. J'ai ri, un son à moitié étouffé par les larmes. Je sais, mon bébé. Je sais. Un jour, ça en aura. Mais pour l'instant, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que ton papa t'aime, que je t'aime, que ta maman t'aime et qu'on fait tous de notre mieux. D'accord. Elle a attrapé ma main. Tu veux colorier avec moi? J'adorerais. Nous avons passé l'heure suivante à colorier. Elle a parlé de l'école, de ses amis, des cours de piano qu'elle prenait. Des choses normales, belles, banales d'une enfant de 7 ans. Quand il a été temps de partir, elle m'a serré fort dans ses bras. Tu reviendras samedi prochain? J'ai regardé Sarah, debout sur le seuil de la porte. Elle a légèrement hoché la tête. Oui, ma chérie. Je reviendrai samedi prochain. Après qu'Emma soit montée se laver pour le dîner, Sarah m'a fait signe de la suivre à la cuisine. Patricia a opportunément trouvé quelque chose à faire dans une autre pièce. Du café? A demandé Sarah. S'il te plaît. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine de ses parents. Sarah a versé du café avec des mains qui tremblaient légèrement. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit doucement. Quelque chose que j'aurais dû te dire avant. Qu'est-ce que c'est? Kyle ne se contentait pas de vendre de la drogue. Elle s'est arrêtée, s'est reprise. Il avait tout un plan pour voler dans ma pharmacie. Il me posait des questions depuis des mois sur notre système d'inventaire, nos protocoles de sécurité, la façon dont nous suivons les substances contrôlées. Je pensais qu'il s'intéressait juste à mon travail. La tasse de café dans ma main s'est immobilisée. Sarah. Il me manipulait, Angela. Me faisant lui donner des informations qu'il pouvait utiliser pour voler des opioïdes de ma pharmacie. S'il avait réussi, s'il avait volé de la drogue en utilisant des informations que je lui avais données, j'aurais perdu ma licence. J'aurais probablement été en prison aussi. Oh mon Dieu. Je ne l'ai découvert qu'après son arrestation. Son avocat m'a montré certains de ses textos dans le cadre de la divulgation. Il avait des contacts, des gens prêts à l'aider à s'introduire. Il allait le faire la semaine après son arrestation. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Si tu ne l'avais pas arrêté, si tu n'avais pas appelé la police quand tu l'as fait, j'aurais tout perdu. Ma carrière, ma liberté. Emma aurait perdu ses 2 parents. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Je ne savais pas pour la pharmacie. Je le soupçonnais, mais je n'en étais pas sûr. Je te détestais, a chuchoté Sarah. Pendant des mois, je te détestais. Je pensais que tu avais détruit notre famille. Mais Angela, tu l'as sauvée. Tu as sauvé Emma de nous perdre tous les deux. Tu m'as sauvé de devenir complice des crimes de mon propre mari. Nous avons toutes les deux pleuré alors, nous tenant la main sur la table de la cuisine, pleurant l'homme que Kyle était devenu, reconnaissante de la chance de sauver ce qui restait. Merci, a finalement dit Sarah. Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps pour le dire. Tu n'as pas à me remercier. Si, je le dois. Parce que tu as fait ce que je n'ai pas pu faire. Tu l'as assez aimé pour le laisser faire face aux conséquences, pour le laisser souffrir afin qu'il puisse guérir. Elle a serré ma main.
C'est ça, le véritable amour, Angela. Le genre difficile. Le genre qui vous coûte quelque chose. Au cours de l'année suivante, les choses ont lentement changé. Les lettres de Kyle sont devenues plus fréquentes, plus honnêtes. Il écrivait sur les programmes qu'il suivait, conseils en toxicomanie, thérapie cognitivo-comportementale, gestion de la colère. Sur les autres détenus, certains des gars bien qui avaient fait de mauvais choix, d'autres qui l'évitaient. Sur le travail qu'il faisait à la bibliothèque de la prison, donnant des cours de GEDA de plus jeunes détenus. Il écrivait sur le manque d'Emma, sur les dessins qu'elle lui envoyait par l'intermédiaire de Sarah, scotchés au mur de sa cellule. Sur ses projets pour sa sortie, se désintoxiquer, trouver un travail honnête, être un vrai père. Il n'écrivait pas sur le fait de me pardonner. Pas encore. Mais la colère dans ses lettres s'est estompée, remplacée par autre chose. De la compréhension peut-être, ou du moins de l'acceptation. Je lui rendais visite tous les mois. Il me voyait maintenant, me parlait à travers la vitre. Nos conversations étaient courtes, superficielles. Comment vas-tu? Je vais bien. Comment va Emma? Elle va bien. Mais c'était quelque chose. C'était un début. Sarah me laissait voir Emma tous les week-ends. Les samedis matins sont devenus notre moment. Nous faisions des biscuits, des puzzles, allions au parc quand il faisait beau. Elle posait parfois des questions sur son père. Je lui disais la vérité d'une manière qu'une enfant de 8 ans pouvait comprendre. Ton papa a fait des erreurs, mais il apprend. Il s'améliore. Est-ce qu'il rentrera à la maison? Un jour. Pas avant un moment, mais un jour. Jennifer rendait visite une fois par mois. Nous dînions, parlions de son travail, évitant soigneusement le sujet de Kyle jusqu'à ce que nous ne puissions plus. Il va mieux, maman. Ses lettres sonnent différemment, plus saines. Je sais. Penses-tu qu'il s'en sortira quand il sortira? Je ne sais pas, la réponse honnête. Mais je pense qu'il a une chance maintenant. Une vraie chance. Et c'est tout ce que je pouvais lui donner. En novembre 2026, 2 ans après l'arrestation, quelque chose a changé. Kyle m'a appelé un mercredi soir, pas à notre heure d'appel habituelle. Quand j'ai accepté l'appel en PCV, sa voix semblait différente, plus légère en quelque sorte. Salut, maman. Kyle, tout va bien? Ouais. Ouais, en fait. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup de thérapie. Ils ont des programmes ici, tu sais, de très bons. Ils t'aident à comprendre pourquoi tu as fait les choix que tu as faits. C'est bien, mon fils. Maman, je veux que tu saches quelque chose. Il a pris une profonde inspiration. Je comprends pourquoi tu l'as fait, ce que tu as fait. Je ne dis pas que ça me va. Je ne dis pas que ça ne fait pas encore mal parfois. Mais je comprends. Les larmes me sont montées aux yeux. Kyle. Tu m'as sauvé la vie. Je le sais maintenant. Mon thérapeute m'a aidé à le voir. Les gens pour qui je travaillais. Sa voix a baissé. Il y a un type ici qui faisait partie de la même équipe. Il m'a raconté ce qu'ils font aux gens qui essaient d'arrêter. Ce qu'ils m'auraient fait. Je suis tellement désolé que tu aies dû traverser ça. Non. Plus maintenant. Parce que j'en avais besoin, maman. J'avais besoin de toucher le fond. J'avais besoin d'affronter ce que j'étais devenu. Et si tu n'avais pas, si tu m'avais laissé continuer, il s'est arrêté. Je serais mort, ou j'aurais tué quelqu'un. Ou je serais en prison à vie sans libération conditionnelle. Je pensais que tu me détesterais pour toujours. Je l'ai fait, pendant longtemps. Il a ri, mais ce n'était plus amer, juste triste. Mais la haine demande beaucoup d'énergie. Et j'étais fatigué. Je suis fatigué. Fatigué d'être en colère. Fatigué de blâmer tout le monde. Fatigué d'être la victime. Qu'est-ce qui a changé? J'ai commencé à assumer la responsabilité de mes choix, de mes actions, de ma vie. Une pause. Et j'ai réalisé que tu avais fait la même chose. Tu as pris la responsabilité de me protéger, de me sauver, même si cela t'a tout coûté. Je pleurais maintenant. Je ne pouvais pas arrêter les larmes. Kyle. Je vais être un meilleur père pour Emma. Quand je sortirai, je serai le père qu'elle mérite. Le père que toi et papa m'avez élevé pour être avant que je ne gâche tout. Tu as toujours été un bon garçon,
Kyle. Tu as fait de mauvais choix. Ça ne change pas qui tu es au fond. Maman, je peux te demander quelque chose? N'importe quoi. Penses-tu que papa aurait fait ce que tu as fait s'il était encore en vie? J'ai longuement réfléchi à cela. Robert, avec sa force tranquille, sa capacité à faire paraître les décisions les plus difficiles faciles, sa compréhension simple du bien et du mal. Oui, ai-je finalement dit. Il aurait fait exactement ce que j'ai fait. Il aurait fait n'importe quoi pour te protéger, même de toi-même. Longue pause, puis très doucement. Je t'aime, maman. Les mots m'ont frappé comme une vague. La première fois qu'il les disait depuis l'arrestation, depuis que j'avais détruit sa vie pour la sauver. Je t'aime aussi, mon fils. Tellement. Dis à Emma que je l'aime. Dis-lui que Mamie Angela est la meilleure grand-mère du monde et qu'elle devrait écouter tout ce que tu dis. Je le ferai, mon chéri. Je lui dirai. Maintenant, en janvier 2027, je vois Emma tous les week-ends, du samedi matin au dimanche soir. Elle a 8 ans maintenant, elle réussit bien à l'école, prend des cours de piano, grandit belle, intelligente et gentille. Nous faisons des biscuits, regardons des films, faisons des puzzles. Elle parle de ses amis, de son désir de devenir vétérinaire quand elle sera grande, du garçon de sa classe qui lui a tiré les cheveux et de la façon dont elle l'a rabroué. Elle pose parfois des questions sur son papa. Le week-end dernier, alors que nous faisions des biscuits aux pépites de chocolat, ses préférés, elle a levé les yeux vers moi avec de la farine sur le nez et a dit « Mamie, ma maîtresse dit que la famille, ça veut dire qu'on prend soin les uns des autres quoi qu'il arrive. » C'est vrai? J'ai pensé à Kyle en prison, au choix que j'avais fait et qu'il y avait mis, à Sarah qui reconstruisait sa vie, à Emma qui grandissait avec son père derrière les barreaux, à Robert parti depuis 7 ans maintenant, dont la sagesse me guidait encore chaque jour. Oui, ma chérie, c'est vrai. Mais parfois, prendre soin les uns des autres signifie faire des choix très difficiles. Ça signifie faire quelque chose qui pourrait mettre les gens en colère contre nous parce que c'est la bonne chose à faire. Comme quand tu me fais aller au lit même quand je veux rester debout? J'ai souri à travers mes larmes. Exactement comme ça. Elle a hoché la tête, satisfaite de cette réponse, et est retournée remuer la pâte à biscuits. J'ai appris quelque chose à travers tout ça. Quelque chose que Robert a essayé de m'enseigner, mais que je n'ai vraiment compris que lorsque j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie. L'amour, ce n'est pas seulement rendre les gens heureux. Parfois, l'amour signifie poser des limites, même lorsque ces limites font mal. Parfois, l'amour signifie laisser quelqu'un faire face aux conséquences parce que les conséquences sont la seule chose qui les sauvera. Je pense souvent à cette enveloppe. Celle que j'ai trouvée scotchée sous le tableau de bord. Celle que j'ai déplacée dans la boîte à gants de Kyle. Les gens pourraient me juger pour ça. Ils pourraient dire que j'ai trahi mon fils, que j'aurais dû trouver un autre moyen. Peut-être qu'ils ont raison. Je ne le saurai jamais. Mais je sais ceci, Kyle est en vie. Il reçoit de l'aide. Il a une chance de reconstruire sa relation avec sa fille. Dans un an, quand il sera éligible à la libération conditionnelle, il pourrait être dehors. Il pourrait avoir une vie devant lui. Cela ne serait pas arrivé si je n'avais rien fait. Il y a une photo sur ma cheminée de l'anniversaire des 7 ans d'Emma, juste avant que tout ne s'effondre. Kyle la tient sur ses épaules, tous deux riant de quelque chose que Sarah a dit. Chaque fois que je la regarde, je me souviens de ce père, de cette joie, et je m'accroche à l'espoir que quelque part à l'intérieur de l'homme en orange à Maplehurst, ce père existe toujours. Dans un an, Kyle aura son audience de libération conditionnelle. J'y serai. Je parlerai au comité de libération conditionnelle des programmes qu'il a suivis, des remords qu'il a montrés, du père qu'il s'efforce de devenir. Je plaiderai pour mon fils de la même manière que j'ai travaillé pour l'arrêter. Parce que c'est ce que signifie la famille. Non pas que nous ne nous blessions jamais. Non pas que nous soyons toujours d'accord. Non pas que nous laissions les autres se détruire par loyauté mal placée. La famille signifie que nous nous aimons assez pour faire les choix difficiles. Nous nous protégeons des menaces extérieures. Oui. Mais parfois, nous devons aussi protéger les personnes que nous aimons d'elles-mêmes. Même quand cela nous brise le cœur. Même quand elles nous détestent pour ça. Même quand nous restons éveillés la nuit à nous demander si nous avons bien fait. Je me demande encore. Je le ferai probablement toujours. Mais quand Emma me serre dans ses bras au revoir le dimanche soir, quand Kyle appelle de prison pour me parler des changements positifs qu'il fait,
quand je pense à Robert et que j'espère l'avoir rendu fier. Je pense que peut-être, je l'ai fait. Peut-être que l'amour ne consiste pas à garder les gens heureux. Peut-être que l'amour consiste à garder les gens en vie assez longtemps pour qu'ils retrouvent le chemin du bonheur. C'est ce que je me dis, en tout cas. C'est ce qui me permet de dormir la nuit. Et c'est la leçon que j'espère qu'Emma apprendra en grandissant. Celle que j'aurais aimé pouvoir enseigner à Kyle avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, les personnes qui nous aiment le plus sont celles qui ne nous laisseront pas échouer, même si les arrêter leur brise le cœur. Alors que je mets les biscuits au four et qu'Emma se lave les mains, je pense à tout ce qui s'est passé, à tout ce que j'ai appris. Faites confiance à votre instinct concernant les personnes que vous aimez. Si quelque chose semble anormal, c'est probablement le cas. Abordez-le directement, honnêtement et rapidement. N'attendez pas que le problème se résolve de lui-même. Ne trouvez pas d'excuses pour un comportement que vous savez destructeur. Posez des limites et faites-les respecter, même avec la famille, surtout avec la famille. Et si vous vous retrouvez un jour dans ma situation, à devoir choisir entre protéger quelqu'un des conséquences ou le protéger de lui-même. Rappelez-vous ceci. Les conséquences sont temporaires. La mort est permanente. Choisissez la vie. Choisissez la conversation difficile. Choisissez l'intervention plutôt que la complaisance. Choisissez l'amour qui ressemble à de la déception maintenant plutôt qu'un regret qui dure éternellement. C'est mon histoire. C'est ce que j'ai fait. Que ce soit bien ou mal, je laisserai Dieu juger le moment venu. Pour l'instant, je continue juste à être présente. Pour Emma, pour Kyle, pour la famille que Robert et moi avons construite ensemble. Parce qu'en fin de compte, c'est tout ce que nous pouvons faire. Nous sommes présents. Nous faisons les meilleurs choix que nous pouvons avec les informations que nous avons. Nous aimons imparfaitement, nous éduquons imparfaitement, nous pardonnons imparfaitement. Et nous espérons que c'est assez. La minuterie sonne. Emma court vers le four. Sont-ils prêts, mamie? Je sors les biscuits, dorés, parfaits, remplissant la cuisine de chaleur. Oui, ma chérie. Ils sont prêts. Et pour l'instant, dans ce moment, c'est assez.